Michel Dervin, merci beaucoup de m'accueillir pour cette interview, cet entretien. Il me tardait de vous parler, surtout en ce moment, puisque on est tous en confinement, on est tous au chômage technique. Oui. Et je voulais savoir déjà quel était votre ressenti par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Si vous pouviez me communiquer un peu vos impressions par rapport à ce gros bouleversement qu'on est en train de vivre. Ben, le ressenti, c'est un nouveau ressenti pour tout le monde, puisque je suis comme tout le monde d'un seul coup. La vie professionnelle s'arrête, voilà, et puis on se retrouve entre nos murs. Voilà, c'est un retour, une introspection finalement. Ah oui, Voilà, complètement, alors ouais. est-ce qu'on va se servir de ce temps-là pour devenir meilleur? Ben peut-être, d'accord, ou pire, peut-être aussi, à nous de voir, voilà. Alors vous êtes le président de la marque Alexandre, entre autres. Et de quelles autres marques vous vous occupez, que les gens puissent Ouais, savoir? vous savez, moi je suis surtout d'abord un professionnel de la coiffure, hein. Je pense que d'ailleurs, je crois que Ça oui. la plupart des réussites de ce métier ou des groupes de coiffure sont dirigés par des coiffeurs. Donc ça veut dire que je suis du clan, comme les autres. Voilà, Ça. comme les autres. Et, euh, et on a nos codes, on a nos façons de voir les choses. Et je pense que si on n'a pas connu le salon de coiffure, si on n'a pas vécu ce milieu extraordinaire, comment dirais-je, de connexion et se toucher de l'autre, etc., on a du mal à comprendre comment nous fonctionnons, nous, les C'est professionnels. vrai. Voilà. Donc c'est vrai, j'ai créé plusieurs choses pour que je suis né dans les... J'ai vécu les 30 Glorieuses. Voilà. Donc, Moi non. mais la gloire n'est jamais finie. La preuve, c'est que on est toujours vivant. Bon, voilà, à l'instar des grands rock'n'rollers ou de toutes les réussites des années 80. Je dirais, nous étions 1000 et on reste quelques-uns. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'était une période quand même formidable où un petit métier comme le nôtre, où quand j'ai démarré ce métier, avoir deux salons, c'était pas convenable. C'était pas Mhm. convenable. Hein. On considérait qu'un coiffeur, ça coiffait, point. D'accord? Et ça coiffait une cliente dans un salon, point. Ah oui? Oui, c'était comme ça. C'était Ah comme ça c'est ça. intéressant, ça j'en Ouais. savais rien justement. Oui, 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 oui. Et donc, j'ai vécu, ça a été une véritable révolution, quoi. Hein, peut-être pas aussi fort que la révolution sexuelle, mais quand même, presque. Presque. Ce qui veut dire, du jour au lendemain, on est devenu des entrepreneurs. Et puis, un peu des hommes d'affaires en même temps. Voilà. Donc, ça a été quand même un bouleversement fondamental. Et c'est simplement parce que la coiffure, qui était réservée peut-être à certaines élites ou à certaines catégories de personnes, la coiffure est devenue un bien de consommation comme les autres. Voilà, s'occuper de soi, c'est devenu quelque chose de normal, naturel. Et dans la Mhm. première période, ça a été une période très, comment dirais-je, unisexe. Voilà. Ça a correspondu en même temps à des mouvements profonds du métier, puisque les coiffeurs, les salons pour hommes, par exemple, parce qu'à l'époque, c'était les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, chacun leur salon. Eh bien, les salons Mhm. pour hommes ont tous disparu sur 5 ans, en France, mais dans le monde aussi. Parce que les hommes C'est ont vrai. laissé pousser leurs cheveux. Alors, faut pas me regarder, hein, mais je les avais là, les cheveux. Donc, vous aussi, Thomas, il me semble. Donc, Ouais, j'ai eu les les cheveux hommes comme vous. Ouais. ont laissé pousser leurs cheveux et forcément, ils ne sont plus allés chez le coiffeur. Et puis, ils pouvaient plus, les coiffeurs pour hommes ne savaient pas coiffer les cheveux longs. C'est donc les C'est coiffeurs pour vrai. dames qui ont pris le relais. Et c'est comme ça que l'unisexe s'est créé, quoi. On portait la même coiffure, voilà. Et là Et, on était en quelle année ah bah justement à peu près? ça a duré, ça a démarré dans les années 70, on va dire jusqu'en dans les années 90 quand même, bien sûr. Il n'y a que D'accord. depuis où les choses, la société a encore évolué, hein, et la coiffure suit vraiment à chaque fois les évolutions de la société, où la coiffure a évolué et d'un seul coup, les hommes ont retrouvé le besoin de s'isoler, hein, ou de se protéger peut-être, voilà. Donc, à essayer de trouver leur beauté non pas comme une femme, mais comme un homme.
Voilà, d'où l'apparition de la barbe, des barbiers, etc., et de la mouvance actuelle. Voilà, alors que voilà, donc le salon unisexe c'est un peu, je dis pas en voie de disparition, mais il y a un peu un éclatement dans nos sociétés, et notamment en France, hein, parce que je pense que c'était Ouais, courant dans les pays anglo-saxons que les femmes sortent d'un côté et les hommes de l'autre. Moins courant en France, moins courant chez les latins, mais c'est en train de le devenir. c'est intéressant parce que Mm. on pourrait dire aussi du coup que lorsque vous parliez de la barbe et tout ça, euh, vous êtes d'accord pour dire qu'en fait c'est un peu un éternel recommencement, ce système de la barbe, puis ensuite pareil de la frange ou des grands looks. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos en disant, est-ce que vous pensez que c'est toujours un éternel recommencement ou qu'on innove et qu'on réinvente à chaque fois? Je pense que nous faisons partie de l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, si on regarde n'importe quel livre ou reportage d'histoire, soit Arte ou ailleurs, ou sur les films, les fictions, etc., on verra qu'à chaque fois, la coiffure a défini un rôle social, a défini une position sociale, a défini une époque. Mm. Complètement, hein, complètement. Il y a quand même eu les hommes en perruque, et puis C'est vrai. après il y a eu les cheveux courts de l'Empire. Bon, voilà, et les cheveux courts de l'Empire ne faisaient que reprendre les thèmes de l'Empire romain. Voilà, tout simplement. Voilà, bon. Tout ça, ça marque à chaque fois une époque, une façon de faire, et les coiffeurs sont toujours très présentes. Nous avons marqué, nous identifions finalement les visages de chaque époque. Voilà, donc on est très fort, hein. On est très très fort. Cocorico. Bah, si on veut, oui. Et est-ce que vous trouvez qu'on marque toujours autant notre époque à l'heure actuelle? Bon, hormis le fait que là, on marque plus grand-chose puisque c'est confinement pour tout le monde. Mais en dehors du confinement, est-ce que vous pensez que les coiffeurs ont toujours leur, euh, Bien leur sûr. rôle et leur puissance d'antan? Attendez, à moins qu'on porte les mêmes costumes les mêmes vêtements que depuis l'âge de Cro-Magnon, sinon, non. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que aujourd'hui, on vit une époque où, moi j'ai fait mon service militaire dans les années 60, euh, le jeu à l'époque, quand on était incorporé, vous savez, moi j'ai fait ça en Allemagne, Mhm. on était incorporé, on avait tous les cheveux longs en arrivant là-bas. Et les coiffeurs s'amusaient avec des grandes tondeuses à nous raser la moitié de la Mhm. tête, quoi. Donc, Ah ouais, enfin, vous ils voyez, c'était s'amusaient un petit vraiment peu vu comme une. Oui, avant c'est de vous ça. envoyer. Donc, c'était. Bon, on pleurait, enfin, je dirais qu'il y a même des gens qui se sont suicidés pour leurs cheveux. Il y a eu des films là-dessus, La coupe à 10 francs, etc. Enfin, il y a eu des films sur La coupe à justement. 10 francs, ah ouais, ça c'est un Ouais. truc que j'aimerais bien. Ah oui, La coupe à 10 francs. C'est. Le mec se suicide parce qu'on lui coupe les cheveux, quoi. Bien sûr. D'accord. Ah ben mais à l'époque c'était d'une importance mais colossale. Il n'y avait pas cette liberté d'agir. Il fallait se battre à chaque fois et provoquer pour pouvoir simplement agir, mais très simplement. C'est-à-dire avoir l'écoute de ses parents, du père, tout simplement, quoi. Oui. Voilà. Donc comment le contester? Ben, on laissait pousser nos cheveux. On savait qu'il allait hurler et qu'on allait montrer qu'on existait, quoi. Voilà. Et quand je revois mes photos de l'armée aujourd'hui, ben, c'est les coupes qu'on fait aujourd'hui dans nos salons, quoi. Donc C'est vrai. voilà. Vous avez, quand on est très court sur les côtés, avec la très court sur les côtés, un peu de longueur, un peu gominé en arrière, tout ça c'est très années 50-60 au Ah ben final. j'avais laissé, on laissait pousser, il fallait être très astucieux, hein. On laissait pousser une grande mèche au-dessus de la tête. Et puis je Ouais. me souviens, on sortait là-bas, donc on avait très honte de nos coupes de cheveux parce qu'on était identifiés comme des militaires toujours. Et on regardait que les filles de face, quoi. Parce qu'on laissait notre mèche devant, sur le front. C'était, c'était pas pratique, hein. C'était pas Ah non, pratique. mais c'était Mais pas pratique. on se débrouillait. Enfin voilà. Donc à chaque fois, les cheveux finalement, euh, on parle de la coiffure comme une chose normale, etc. Mais c'est loin d'être une chose banale et normale. C'est vraiment quelque chose qui nous marque profondément. Il suffit de commencer à en parler. Et vous le savez, quand vous parlez avec toutes ces femmes, vous qui passez votre vie au fauteuil, en échange permanent avec ces femmes ou ces hommes, d'un seul coup, dès qu'on rentre dans leur sphère personnelle, hein, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement présent. Et il y a une Ouais, c'est espèce vrai, je me de. rends compte. Ouais. Et c'est là où on se rend compte de la fragilité de l'être, quoi. La fragilité.
et le poids qu'on peut avoir là-dedans et le pouvoir qu'on peut avoir par rapport à ça. Il y a beaucoup aussi les souvenirs. Je crois que c'est hallucinant le nombre de femmes et même d'hommes qui se rappellent de leur coupe de cheveux quand ils étaient petits et les têtes que leur faisaient leurs parents. D'ailleurs, c'est plutôt dans la thématique de ce qui se passe avec le confinement, hein. C'est le retour des parents coiffeurs qui font des trucs horribles. Alors, il y a plein de posts assez rigolos qui traînent sur Instagram et partout. Mais c'est vrai que ce côté marquant des couples d'enfants, même des personnes de 60 ans s'en rappellent très bien. Donc, ça fait bien écho à ce que vous dites sur le fait que ça marque véritablement, quoi. Ça reste en tête. Enfin, à l'époque, les enfants, c'était pas compliqué, hein. C'était la stone, c'était au bol, quoi. D'accord? Donc, c'était un peu plus simple. Aujourd'hui, les petits de 5 ans, ils ont la même exigence que vous, quoi. C'est ça. Même plus. Ils savent exactement ce qu'ils même veulent. plus. Les gens leur demandent leur avis. Ils sont super informés de tout, quoi. Voilà, ils sont devenus des leaders d'opinion dans la famille. Voilà. Donc, je plains les parents pour faire les coupes dégradées aujourd'hui. C'est incroyable. Ah ouais. Voilà. Moi, j'ai coiffé pareil une petite fille de 4 ans il n'y a pas si longtemps et sa mère lui demande qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que c'est assez court, c'est assez bien? Et la petite fille, pareil, elle se regarde dans la glace avec un air genre ouais, je sais, non, c'est bien. C'est bien, c'est ce que je voulais. Donc, c'est impressionnant parce que moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, moi, c'était mon père qui me coupait les cheveux. C'était comme ça, et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais Thomas, votre père était coiffeur quand même, donc ça aide quand même. Ouais, mais quand bien même, j'aurais pu dire, ouais, c'était pas si, non, c'était comme ça, et puis c'est tout, hein, il n'y avait pas de. Moi, j'étais sûrement le dernier concerné, le dernier à pouvoir donner mon avis, en tout cas, quoi. Alors, ça me fait penser, est-ce que vous trouvez que, vous qui avez quand même pas mal de recul, du coup, est-ce que vous pensez que les modes et les tendances sont plus diluées, disparates qu'à l'époque des années 70, 80, voire 90, qui voyaient des modes peut-être plus facilement identifiables? Ben, finalement, je trouve qu'il y a une très grande socialisation de la mode, hein. Franchement. Oui. À tout niveau. Aujourd'hui, comment reconnaître quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pas riche? Je veux dire, c'est pas possible. Il est coiffé pareil, il est habillé pareil. C'est plus compliqué. Enfin, tout le monde. Enfin, c'est une société extrêmement égalitaire finalement à ce niveau, hein, au niveau de l'apparence. Il suffit de voir des types comme Steve Jobs à l'époque en t-shirt, je dirais en jean sur scène, d'accord, quand on voit leur fortune. Donc, mais ça, c'est nouveau, ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une nouvelle vision de la société. On a tous notre téléphone, on a tous nos. Enfin, je veux dire, il y a une très grande égalité de moyens finalement. Hein, voilà. Je dis pas de revenus, mais au moins de moyens ou d'accès aux moyens. D'accès aux moyens, oui. D'accès aux moyens. Oui, et donc, finalement, quand on crée quelque chose, enfin, les idées, elles sont tellement vite communiquées, même à l'instant, à la seconde, dans le monde entier, que c'est plus du tout comme dans le temps où il y avait la tendance d'un tel endroit, ou tel endroit, ou tel endroit, si vous voulez, qui pouvait influencer, etc. Donc, je pense que les gens qui font de la mode aujourd'hui ont intégré ou intègrent complètement ce genre de raisonnement, et ça doit pas être facile de se distinguer, quoi. Ça doit pas être facile, franchement. Non, franchement. Pas simple. Et nous, on est surtout alors on dit des visagistes. Oui, c'est vrai, parce que forcément on peut pas coiffer si on tient pas compte des traits, de la silhouette de la personne. Est-ce qu'il porte des lunettes ou pas? Est-ce que voilà, sa texture de cheveux, et puis aussi ce qu'elle a envie de représenter. En plus, aujourd'hui, les femmes font du sport, elles bougent beaucoup, donc moi, quand j'ai démarré, la coiffure, c'était un casque, quoi. Enfin, je veux dire, on fabriquait des chapeaux, quoi, vivants. Ouais, c'était très contraignant, en fait. C'était très sanctuarisé. Aujourd'hui, les gens, c'est vrai qu'ils sont un peu beaucoup moins enclins à accepter de subir les contraintes. Bon, je peux comprendre aussi en même temps parce que oui, mais les contraintes, on en a beaucoup. C'était lié aux structures de la société où il fallait être entre guillemets convenable. Voilà, c'était ça l'éducation.
il fallait être convenable pour se présenter convenablement, etc. Tous ces mots-là, ils ont explosé. Maintenant, il faut avoir un look, quoi. Il faut être soi-même, mais quand même faire le boulot, bon, etc. Là, c'est un peu plus tordu, mais c'est comme ça. Et finalement, c'est assez riche, d'accord? Mais il faut être aussi inventif qu'avant, il faut être aussi à l'écoute. Je dirais que c'est plus compliqué aujourd'hui, je dirais, d'identifier, de s'identifier et de se faire encore distinguer, entre guillemets. C'est un peu plus compliqué qu'avant où il fallait être un bon exécutant. Voilà. C'est Aujourd'hui, il ne faut plus exactement être qu'un ça, ouais. exécutant. Un exécutant ne suffit pas. On peut être très très bon techniquement et ne plaire à personne. Ne plaire à personne. Ouais. Est-ce que les gens nous laissent l'accès à eux? C'est bien ça la question. Voilà. Je pense que les gens, en fait, ce qu'ils aiment aujourd'hui, enfin, moi, je m'en rends compte dans les salons, quand on travaille, que, quand je travaille, du coup, dans le salon Galerie Lafayette avec vous, c'est pareil, en fait, je me rends compte que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est essentiellement aussi des conseils en images. Et quelqu'un qui a un peu de bagou et puis des idées de quoi raconter, quoi. Pas seulement un exécutant ou quelqu'un qui est bon techniquement, en général, ça va manquer. Je me souviens, moi, qu'on m'avait toujours dit ça, en fait, que ce soit Magnatis ou même André de La Haye qui expliquait justement qu'entre un coiffeur qui est bon techniquement et un coiffeur qui est moins bon techniquement mais qui a la tchatch, celui qui a la tchatch s'en sortira toujours mieux, quoi. Oui, enfin, oui. Je dirais celui qui sait rassurer. Voilà. Celui qui sait rassurer, voilà. Oui, S'assurer. quand je dis tchatch, c'est Ouais. vraiment celui qui sait s'adresser à la personne. C'était le cas d'Alexandre d'ailleurs, non? Bah, Monsieur Alexandre, au-delà de la tchatch, c'est un monsieur, comment dirais-je, relativement, enfin extrêmement intelligent et surtout avec des qualités humaines hors du commun. Bon, c'est quand même quelqu'un qui s'est mis au service de l'autre. Voilà. Et ça, je pense Ouais. que c'est quelque chose je crois qu'il y a une grande différence entre le service et la servilité. D'accord? Voilà. Et Monsieur Alexandre a vite compris que servir ses grandes clientes, elles allaient le porter, si vous voulez, elles allaient en faire sa renommée finalement. Et c'est toujours pareil, hein. Je crois que vos clientes font votre renommée, nos clientes de nos salons Alexandre, Bien sûr. elles font notre renommée. Voilà, et elles en parlent. Il faut voir comment elles peuvent en parler à l'extérieur, dans les dîners ou avec leurs amis, etc. Mais Si c'est ça. si le bruit et si comment dirais-je, la rumeur est bonne et de qualité, etc., automatiquement, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Donc je crois que être un communicant et surtout être à l'écoute et avoir cette notion de se dire servir, c'est bien. Servir, c'est la plus belle chose qui existe. Voilà. Et ça, notre société a un peu lutté contre ça, puisque justement, servir, ça a été vu comme quelque chose d'un peu humiliant, finalement, hein, un peu dégradant. Alors que c'est exactement le contraire. Servir l'autre, c'est une richesse, enfin, c'est une force. C'est une grande force pour moi. C'est pour ça que toute la démarche d'Alexandre m'a beaucoup plu. Après, bon, et après, il y a tout le décorum autour, toute sa capacité et surtout sa disponibilité. Parce que je pense que la disponibilité est une qualité vitale pour réussir. Parce que je crois qu'on a tous, et dans notre métier encore plus qu'ailleurs, on a tous des tas de gens qui peuvent faire beaucoup de choses pour nous. Beaucoup de choses pour nous. Et on n'a pas à identifier s'ils sont importants, pas importants, etc. On a à prendre ceux qui s'intéressent à nous, déjà. Voilà. Et ça, Oui. être suffisamment à l'écoute et saisir toutes ces opportunités, c'est construire des choses. C'est construire des choses. Construire son cerveau, son intelligence, sa relation, etc. Vous avez des gens, vous les invitez tout le temps, ils ne sont jamais dispo. Moi, ça me C'est gonfle. vrai, oui. Moi, ça me gonfle. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, on m'invite. Thomas, vous pouvez m'inviter. Je cours, je viens, je vole. Voilà. Pourquoi? Moi aussi, c'est pareil. Parce que m'inviter, ça veut dire qu'on pense à moi, quoi. Donc, quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Voilà. Vous auriez pu faire un autre métier que de la coiffure, monsieur Dervin? Ben, j'ai failli être cuisinier, mon ami. Comment cuisinier? Cuisinier, la cuisine. Oui, bien sûr. Ah, Ouais, mais j'ai pas trouvé de place. J'ai trouvé de place que dans la coiffure. Donc,
C'est Voilà. vrai. En fait, Oui, c'est vrai à l'époque, j'ai l'impression que c'était souvent un espèce de doublon comme ça, où en fait, coiffure et cuisine étaient un peu les deux grands, les espèces de deux grands flambeaux un peu français. oui, J'ai l'impression de ça un mais je peu. suis rentré dans la coiffure parce qu'il fallait moins de niveau scolaire que dans la cuisine. C'est un milieu hyper difficile, Bah la oui, cuisine, mais mais c'est un métier pour moi, beaucoup plus structuré que le nôtre. Voilà, parce que la cuisine, vous avez la restauration, vous avez un ensemble de choses, mais d'accord, qui sont très structurantes. Et là, par contre, la notion de service est valorisée. Ça veut dire que quelque part, c'est un service qui est valorisant. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on voit tellement d'émissions, de jeux, de concours sur la cuisine, d'accord. C'est parce que justement, c'est un métier qui a été bien structuré et bien discipliné dans la tête des gens. Et de se dire, ben, finalement, faire de la cuisine, de l'hôtellerie, servir les gens, c'est normal, c'est bien, c'est valorisant. Nous, c'est un peu plus. C'est pas encore ça, quoi. Vous voyez. Voilà. C'est un peu plus flou pour nous, les coiffeurs. Un peu plus flou. qu'est-ce qu'il faudrait, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour structurer davantage notre métier, ou du moins pour lui donner une sorte de résonance, de lustre? euh, Je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Je pense qu'on nous reprochera jamais notre travail, entre guillemets, notre travail. Hein. On nous reprochera beaucoup plus nos comportements. Voilà. Je crois que c'est ça, en gros. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire la façon d'être un peu mieux éduqué, la façon de pouvoir s'adapter à différentes. Quand vous avez 10 clientes sur une journée, ça va de Madame Michu, peut-être, ou à la Baronne de Rothschild, pourquoi pas. Hein, c'est possible, oui, d'accord. bien sûr, Bon, c'est il possible. faut le savoir et finalement rester à sa place, ne pas se laisser déborder. Souvent, il y a des gens qui disent, oui, chez le coiffeur, j'y vais plus parce qu'il parle trop. Vous voyez. Mm. Ça, c'est dommage, parce que il y a des gens pleins de talent qui se croient obligés de raconter le temps, le machin, le truc, etc., pour occuper un peu l'espace, finalement. C'est gentil, mais qu'est-ce que c'est chiant, Mais quoi. Qu'est-ce que c'est. Mais aujourd'hui, les gens supportent plus ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a un gros travail sur les comportements, à éduquer nos jeunes, je dirais, à la considération, au service, ce que l'hôtellerie a bien fait. Et je pense que nos écoles vont le faire. En tout cas, avec Monsieur Alexandre, c'était son domaine. Son domaine, il disait, vous les coiffeurs, éduquez-vous un peu mieux, d'accord. Vous allez mieux réussir. vous pensez que le fait qu'il y ait une différence importante entre la structure la gastronomie ainsi que la coiffure, est-ce que c'est dû quelque part à une sélection au niveau des écoles, une sélection d'entrée? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que pas du tout, pas du tout. Je crois que, alors franchement, aujourd'hui, je pense que tout le monde, le droit à la réussite, il est pour tous. Hein. Alors, Moi, bien sûr, on a plus ou moins de chance, entre guillemets, c'est les grandes questions d'aujourd'hui, quoi. Voilà, il n'a pas eu de chance, j'ai pas réussi parce que j'ai pas. Non, t'as pas réussi parce que tu t'es pas donné les moyens de réussir. Parce que la réussite, voilà, c'est pas moi, je pense que forcément avoir 200 salons. Ça peut être aussi avoir un salon, ça peut être aussi être un excellent coiffeur, ça dépend de l'objectif que l'on se met et comment on est bien avec soi-même. Voilà. ouais. Donc en fait, c'est presque, enfin, c'est même pas forcément un droit, je dirais, mais plutôt de se dire c'est une opportunité qu'on a tous. Après, il faut se Ben, bouger moi cette l'idée, quantité de travail. enfin, si on peut parler de la réussite, parce que bon, on parle ensemble, alors on parle des affaires, etc. Mais la réussite, c'est d'abord sa propre réussite. Mm. Voilà, on peut être très heureux avec une réussite plus modeste ou jamais heureux avec des grandes réussites. Vous voyez, enfin bon, voilà quoi. Donc il n'y a pas de valeur là-dedans, je crois pas. Il n'y a pas de valeur. Et je suis content d'en parler avec vous parce que finalement, aujourd'hui, on essaie quand même de se dire, bon, finalement, le plus important, c'est quand même sa propre réussite, quoi. D'accord. C'est comment je vis moi, avec moi-même et avec les gens que j'aime, quoi, finalement. Oui. Voilà, voilà. Donc, c'est le grand challenge de l'époque d'aujourd'hui
je pense que ce confinement va aussi permettre, il doit permettre peut-être de réfléchir un peu plus là-dessus, en lisant un peu plus, en regardant peut-être des émissions un peu différentes. Voilà, enfin, pourquoi pas. Cultiver son jardin au sens propre comme au sens figuré, on peut dire ça. Mais oui, bien sûr, on peut cultiver son jardin, mais on peut aussi s'intéresser aux différents légumes, à la façon de les cuisiner, à machin, et c'est sans fin, quoi. Voilà, sans fin. Alors du coup, puisque vous parlez du confinement, et on pourra, ce sera un peu la dernière partie de l'interview, euh, vu que vous avez quand même beaucoup de salons et beaucoup de gens en fait avec qui vous travaillez, quelles ont été en fait les décisions que vous avez prises liées au confinement obligatoire pour tous les commerces qui ne sont pas indispensables à la survie de la nation comme nous? Oui, alors, deux choses. La première chose, c'est que c'est la première fois que je ne vis pas dans la concurrence. Ça fait du bien ou pas? Parce que ben, c'est plus calme, puisqu'on est tous au même Eh oui, niveau. Donc, tous pareil. que vous appeliez Tartampion ou autre chose, que Oui. vous ayez 1000 salons, 100 salons ou un salon, même régime. Bon, ça, je pense que c'est pas mal, C'est finalement. incroyable même. Donc, c'est pas le même stress, finalement, et je m'intéresse pas vraiment à ce qui se passe pour les autres. Simplement, j'essaie de mesurer le, le niveau de solitude, d'accord, et comment les gens vont vivre ce niveau de solitude. C'est ça qui me travaille le plus. Pourquoi? Parce que quelque part, dans la vie, il y a des questions qu'on peut enfouir sous l'action quotidienne. Là, elles vont remonter, hein. Oui, Elles vont remonter. C'est pas qui suis-je, que deviens-je, mais quand même, ça va remonter, hein. D'accord. Donc, de semaine en semaine, le miroir nous dit pas les mêmes choses, quoi. oui, ça change. C'est vrai. Voilà. Donc, alors, je sais pas si c'est profitable ou pas, si c'est paniquant ou pas. À mon avis, chacun son truc là-dessus. Mais en tout cas, ça va, c'est unique. C'est une opportunité parce que dans le monde de vitesse, enfin, je ne sais pas si vous voyez Thomas, mais le monde dans lequel le net nous a mis, d'accord, Mm. avec, il n'y a plus de réflexion de fond finalement, il n'y en a plus, d'accord, c'est Ouais. la communication en permanence, mais dans la seconde, on ne réfléchit même plus à ce qu'on va dire, on écrit même sans réfléchir pour la plupart du temps. Monsieur On Alexandre me dit, réagit, on est dans la réaction, on n'est pas dans la réflexion. l'hyperréactivité, et d'un seul coup, ling. Monsieur Alexandre disait, quand vous écrivez un courrier, Monsieur Dervin, d'accord, posez-le là, passez la nuit et reprenez le lendemain matin, vous verrez, vous n'allez pas écrire la même chose. Voilà. Bon, ça fait partie des conseils de bon sens. Ben, je pense que cette période doit nous servir à la même chose. C'est-à-dire finalement, eh ben, Temporiser. posez votre travail, d'accord, et réfléchissez. Voilà. Et vous verrez qu'après, la vie, vous la verrez peut-être un peu différemment. C'est possible. On l'espère tous. Eh bien, écoutez, dernière question, Monsieur Dervin. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives de coiffinement, par exemple, de ce que éventuellement des gens comme moi font pour guider leurs clientes et s'auto-coiffer pendant le confinement? Écoute, Thomas, bravo. Bravo. J'ai été surpris. Toujours, on a le réflexe de dire oui, mais attention, dans quel contexte? Vous savez, le réflexe d'entreprise, quoi. D'accord. Puis Ouais. après, je me suis dit, mais c'est complètement con. C'est tellement bien, c'est tellement une très bonne initiative, c'est tellement important d'avoir des gens chez soi, comme vous, qui cherchent à communiquer, cherchent à faire des choses. Donc forcément, ben, c'est une très belle initiative et je vous félicite. Ben, je vous remercie beaucoup, Michel Dervin, de m'avoir accordé un petit peu de temps pour discuter et recréer du lien. Ça fait plaisir. Ben, Du coup, le je temps, j'en ai vous. beaucoup en ce moment, hein. Le temps, on en a beaucoup, hein, Thomas. Ah bah le temps, C'est on vous en a qui en que avez ça. plus maintenant, forcément. On a que ça. Et puis bah nous on se revoit bientôt quand le confinement prendra fin. Que J'ai hâte quand même. Hein. J'ai hâte Oui, quand même. on a tous hâte parce que, enfin, sincèrement, je ne voudrais pas faire de la révolution, mais je ne crois pas que on va tenir encore les Français un mois Non, enfermés, hein. Je ne crois pas, hein. non, il y a un moment donné, bon, c'est temporaire, Oui, mais bon, mais bon, ça il peut faut pas non craquer. plus. Ça peut craquer, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Tout est possible dans ce pays. Tout est possible. Bah, merci Voilà. beaucoup en tout cas, Merci Monsieur Thomas. Dervin. Merci, au revoir.